Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans notre nouvelle émission du bon côté de la barricade. Ici c'est Flora, je suis avec Ahmed Beral, machiniste RATP, délégué CGT et secrétaire CSSCT. Oui, bonjour et merci de me donner la parole pour pouvoir débattre sur les sujets actuels aujourd'hui. Donc ce soir on a dans l'émission Sur le front une petite chronique sur la question des transports face au Covid-19. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est les conditions du confinement. On aurait voulu un plateau télé, mais on se retrouve sur un plateau balcon télé, comme vous voulez. Quoi qu'il en est, on est heureux d'inaugurer avec vous cette chronique sur la question des transports comme foyer de contamination, parce qu'on voit que ça soit à la SNCF ou à la RATP, c'est un véritable problème, la question de l'exposition au coronavirus dans les transports. À la RATP, Ahmed, on est déjà à 4 décès, c'est ça? Oui, aujourd'hui on a 4 décès à la RATP, je viens de savoir ça hier, et on a à peu près à 106 cas Covid-19 déclarés par les RATP. Et je voulais quand même souligner une petite pensée à toutes ces personnes-là qui sont décédées par rapport au Covid-19 et une pensée pour eux et à toute leur famille. Oui, après faut savoir que les RATP aujourd'hui déclarent 106 cas. Mais faut savoir que ça, c'est ce qu'elle a déclaré, hein. On ne sait pas les personnes qui ont été en suspicion, est-ce qu'ils l'ont eu ou pas. Parce qu'il n'y a aucun test aujourd'hui qui a été fait à la RATP à ce jour. Et je pense qu'elle ne compte pas le faire. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de tests qui sont réalisés sur les agents. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a un collègue qui est dépisté Covid-19, les autres collègues du dépôt, etc., vont continuer à rouler sans test. Oui, aujourd'hui, quand on a un cas qui a été avéré Covid-19, on sait que s'il a, il a été en contact avec d'autres personnes, des machinistes ou n'importe quelle personne en plus, ben, il n'y a pas de test qui est fait. On dira à la personne, écoutez, venez continuer à conduire votre bus, et si vous avez des symptômes, vous serez déclaré Covid-19, ou on vous mettra chez vous en confinement. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'à la RATP, on a des centres médicaux. Si on voulait vraiment aider les usagers, aider vraiment les salariés, on aurait dû laisser les centres médicaux ouverts, parce qu'on a des infirmiers, il y a des médecins du travail, il y a tout. En tout cas, on a tout le matériel pour faire des détections, pour détecter toute personne. On est en capacité de le faire pour du cannabis. Comment fait-il qu'on n'est pas en capacité de le faire pour un virus aussi ravageur? C'est que c'est délibérément que la RATP n'a pas voulu alarmer ses salariés. On ne sait pas le pourquoi du comment. On a fermé tous nos centres médicaux aujourd'hui avec les infirmiers, tout ce qui va avec. Et justement, par rapport à ça, on a interviewé Nadia, qui est machiniste RATP à Pantin, dans le centre de Flandre avec toi, et qui nous raconte un petit peu, qui, elle, continue à conduire son bus. Donc aujourd'hui, pour nous, voilà, c'est des guerriers, c'est ces agents qui vont en première ligne du Covid-19, et on va écouter son témoignage. Bonjour Nadia, merci d'être avec nous dans cette émission pilote du bon côté de la barricade spécial transport. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi qui continues à rouler en pleine épidémie, comment ça s'est passé pour vous à la RATP? Dès le début du confinement, ben, moi, je travaillais toujours. Et donc, c'était un petit peu, on était vraiment livrés à nous-mêmes, quoi. Je suis sortie de chez moi, je ne savais pas ce que je devais toucher ou pas toucher. J'arrive au travail, je vois qu'en fait, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gel, il n'y a rien du tout. Et donc, ensuite, bien évidemment, on pose des questions, on demande qu'est-ce qui est mis en place pour qu'on puisse bosser dans de bonnes conditions. Parce que le sentiment premier, c'était vraiment la crainte. On n'osait plus s'approcher, on n'osait plus se toucher. Et on se sentait en danger, en fait. On peut vraiment comparer l'évolution de la façon d'avoir géré le virus à la RATP. C'est exactement la même chose, c'est vraiment le parallèle avec la façon dont a géré le gouvernement cette histoire de virus. Donc en fait, on a des informations qui changent d'un jour à l'autre. Ce qui était sûr, c'est que c'était le même tarif pour tout le monde, il n'y avait pas de matériel, pas de gel, pas de gants, rien du tout. Donc on est resté 10 jours comme ça. Pendant 10 jours, tout ce qu'on a obtenu, en fait, ça a été euh, en râlant, en exigeant, en menaçant de plus bosser, en faisant des alertes sociales, en appelant les syndicats, les élus pour qu'ils nous aident. Et en fait, la direction n'avait rien à nous dire, mis à part, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Donc, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Ensuite, au bout d'une dizaine de jours, on a eu du gel hydraulique. Donc, c'est un petit flacon de 100 millilitres qui nous donne une fois par semaine, ainsi que des petites lingettes, des petits trucs petites lingettes comme des rince-doigts. Et on avait ça donc pour aller travailler, en nous disant que voilà, qu'il fallait faire avec. Ensuite, bien évidemment, comme on n'avait rien de plus,
C'est vraiment en travaillant qu'on s'est rendu compte, en fait, parce que lorsque je suis partie travailler, je me suis rendu compte que je devais vendre des tickets, donc toucher mes pièces. Je trouvais ça pas net. Les gens passaient devant moi et me parlaient. En fait, j'étais complètement, j'avais l'impression d'être jetée en pâture au loup, quoi. Donc, en fait, c'était pas du tout la sécurité. Du jour au lendemain, je crois que c'était une intervention du gouvernement qui a fait qu'ils ont dit OK pour les passagers à l'arrière et ensuite l'arrêt de la vente de tickets. Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Genre, ils l'ont annoncé à 10h du matin. Le soir, à 20h, j'étais encore en train d'en discuter. C'était un non catégorique. Et en fait, à chaque fois, on a demandé des choses, des sécurités, des actes qui ont toujours été refusés. Et nous, machinistes, avec un peu de bon sens, et là, il s'agissait de notre santé. Donc là, c'était quand même compliqué, c'était chaud. On a pris des décisions tout seul. Par exemple, moi, le jour où j'ai demandé de plus vendre de tickets, malgré le refus de mon chef, j'ai arrêté du jour au lendemain. Donc, en fait, il y a eu une désobéissance, on va dire, de pas mal de conducteurs qui ont commencé à avoir du bon sens et à se protéger tout seul, en fait. Donc voilà, le témoignage de Nadia est super parlant. C'est quand même un scandale que ça soit aux salariés de prendre des initiatives plutôt que la direction de la RATP. Oui, on fait croire à qui veut bien l'entendre hein, que c'est la RATP qui a décidé de mettre des choses en place, mais c'est faux. Il faut savoir que ce soit pour la vente de tickets, pour l'arrêt de la vente de tickets, pour la montée à l'arrière, c'est les machinistes qu'on a eu marre pour la pro-sécurité, ont décidé de faire des droits de retrait et gueuler très fort pour qu'on arrête tout ça. À aucun moment la RATP, elle écoutait, il fallait continuer à vendre des tickets parce qu'il n'y avait rien de dangereux. Et la médecine du travail les avait déjà prévenus que vendre des tickets, il y avait un risque. Monter par l'avant, il y avait un risque. Et d'ailleurs, du côté du nettoyage, c'est aussi une catastrophe. On a vu que vendredi, vous avez réalisé un nettoyage, un contrôle des bus sur le dépôt de bus de Béliard. Vous avez filmé ce contrôle où vous démontrez l'état des bus. Sur Facebook, la vidéo a fait quasiment 100 000 vues. On va regarder un petit extrait ensemble. Le 10 avril, donc il est 17h45. Voilà, je suis en compagnie du secrétaire de la CSSCT du CSE2. Donc Ahmed et moi, Annie. Je vais l'accompagner pour inspecter les bus, la désinfection des bus. Donc alors avant toute chose, vous pouvez voir que le bus a été apparemment désinfecté, voyez, le 10 avril 2020, donc aujourd'hui. Voilà, bus désinfecté. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va contrôler la désinfection du poste de conduite. Bon déjà pour commencer, voilà, pare-brise fissuré, déjà. Donc on va commencer, voilà, regardez, vous pouvez voir la désinfection du bus. Voilà ce qu'on appelle une désinfection de bus du poste de conduite au centre bus de Béliard. C'est franchement totalement inadmissible. Il n'y a rien qui est désinfecté. Regardez, franchement c'est n'importe quoi. Regardez un peu le poste de conduite. Voilà l'état dans lequel il se trouve. Les sièges pareil, vous pouvez regarder. Voilà, le sol il est complètement dégueulasse. Nous ce qu'on a réclamé là, ce qu'on réclame depuis le début, qu'à chaque prise de service, un bus soit désinfecté. Aujourd'hui on fait croire aux gens que tous les bus sont désinfectés. Non, c'est faux. Un chauffeur de bus qui commence à 4h du matin, lui avec un peu de chance, il aura son étiquette, un bus super propre, avec un peu de chance. Mais lui, quand il donnera son service à midi, à la relève, lui, son bus ne sera pas désinfecté. D'ailleurs, quand on voit dans certains pays comme en Corée du Sud ou en Chine, ça n'a rien à voir. Oui, mais bien sûr, tout le monde a vu cette vidéo où ils ont une technologie pour vraiment désinfecter le bus. Et nous, on fait croire avec notre communication, avec une personne avec un chiffon nettoyer là-bas sur toute une rame de métro ou de tramway, mais c'est dérisoire. Et justement, aujourd'hui, on est confronté à un réel problème, c'est qu'avec la reprise du travail dans certaines entreprises non essentielles, ça engendre forcément une surpopulation aussi dans les transports en commun. C'est ce qu'on a pu constater à travers diverses photos, vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Et quand on voit aujourd'hui le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui appelle à reprendre le travail dans les entreprises même non essentielles, on se dit que c'est pas prêt de s'améliorer cette question-là et qu'il y a une vraie mise en danger à la fois des agents comme des usagers. Non, bien sûr que la question se pose. Moi, si je prends un exemple, on va prendre un exemple le plus basique. Si je veux aller à la Tour Eiffel aujourd'hui, bien sûr que j'aurai un bus super vide. Ça, c'est pour aller à la Tour Eiffel. On sait que c'est les beaux quartiers, les arrondissements, les bus tournent à vide. Mais si on fait marche arrière et on va en banlieue, ces bus-là sont super chargés. Il y a quand même des gens qui vont aller travailler. On demande, c'est bien gentil de demander à tout le monde de se confiner, mais on laisse comme les usines tourner à plein régime. La nouveauté, c'est que la RATP commence à se vanter d'avoir mis en place des masques pour tous les agents.
Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes avec ces masques-là. Ouais, aujourd'hui, elle a fait une super belle communication. Moi, ce que j'adore avec les RATP, c'est qu'au moins c'est communiqué. Il faut savoir que les masques qu'elle nous a donnés, déjà, c'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé des masques FFP2 qui peuvent vraiment protéger le machiniste. Elle nous a donné des masques chirurgicaux pour pouvoir se protéger. Mais se protéger de quoi? Si je suis testé Covid-19, je rentre chez moi, je reste chez moi et je serai considéré en tant que maladie. Il faut savoir qu'on a que 2 masques par jour. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le machiniste, quand il commence à mettre son premier masque, il boit plus, il fume plus, il s'arrête plus. Parce qu'au moment où on le retire, on boit un café ou on va boire de l'eau, il faut le mettre à la poubelle. Mais comment fait-il avec 2 masques sur un service de 7 heures? Et toute cette situation catastrophique, scandaleuse que tu viens de nous décrire, de mise en danger des agents comme des usagers, on voit bien que c'est pas que à la RATP, c'est dans l'ensemble des entreprises de transport en commun en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres villes en France. Et à la SNCF, on voit que les cheminots sont confrontés aux mêmes problématiques. Alors c'est la même chose, il y a une véritable opacité sur les chiffres, hein. Il n'y a pas vraiment de chiffres à jour sur le cas d'agents positifs au Covid-19. On sait quand même que fin mars, il y avait déjà 365 cas dépistés et au moins 1500 suspectés, c'est-à-dire qu'on est à 4 fois plus d'agents suspectés par rapport aux cas réellement dépistés. Et aujourd'hui, avec la reprise du travail dans certaines entreprises et les départs en vacances, on voit que les riches se permettent de sortir du confinement pour prendre la route des vacances. Hein. Apparemment, on n'a pas tous la même réalité dans notre vie. Et ben voilà, c'est de nouveau une surfréquentation des trains. Et c'est ce que montre ce petit clip de Sudrail Paris-Est qu'on va regarder ensemble. Et puis ensuite, on ira donner la parole à Clément, qui est cheminot technicien de maintenance sur le Technicentre Atlantique à Châtillon, et qui nous racontera comment ça se passe côté SNCF. Alors bonjour Clément, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale sur la question des transports face au coronavirus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe depuis le début de la pandémie? Même nous qui sommes un peu à l'arrière-garde de la SNCF, on n'est pas très en contact avec les usagers. Voilà, on était quand même assez en danger parce que voilà, les trains, ils entassent des personnes. Il y a pas de désinfection en fait particulière. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut toucher, on peut traîner le virus un peu partout. On voyait en fait que la direction, il nous disait d'adopter les gestes barrières en fait comme si c'était la septième merveille du monde. Mais quand il s'agissait en fait de travailler sur les TGV, faire la maintenance, voilà, nous on peut pas en fait appliquer de gestes barrières. Nous on voulait que les circulations grande vitesse, voyage grande ligne, soient stoppées en fait parce qu'on dans l'intérêt du confinement, on ne voyait pas c'était quoi en fait l'intérêt de continuer à ce qui est des voyages grande vitesse. Donc petit à petit, il y a eu un peu un truc imposé où voilà, ils ont réduit les circulations au fur et à mesure, mais pas suffisamment à notre goût. L'autre chose qu'on a imposé, c'est aussi la désinfection des locaux parce que voilà, dans ce métier-là, on touche un peu tous la même chose partout. Enfin, on touche les mêmes poignées de porte, on touche les mêmes outils. Enfin, donc, il y a vraiment en fait un facteur qui fait qu'on se retrouve très rapidement en fait à se refiler le virus si l'un d'entre nous l'a. Et il y a eu un peu ce truc-là au début de voilà regarder ce que chacun touche, ce que chacun fait. Enfin, donc ça a été un peu difficile à gérer et il a fallu en fait se battre pour imposer tout ça à la direction. C'est quand même dingue de se dire qu'il faut se battre pour obtenir la moindre chose. Et je crois même que vous avez eu une difficulté par rapport au masque. En fait, on s'est retrouvé très vite face à une problématique en fait où on était en rupture de stock de masques de type FFP2 parce que c'est les masques avec lesquels on travaille d'habitude. Parce que voilà, on travaille dans la poussière, il y a de la limaille de fer, tout ça, enfin tout ce genre de choses qu'on ne peut pas en fait,
qu'on respire, enfin qui sont assez toxiques pour la santé. Donc il y a eu des droits de retrait et pour le virus, mais aussi pour le fait qu'il n'y ait pas deux pays. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la direction a essayé en fait de nous faire travailler avec des masques chirurgicaux en nous disant que ça nous immunisait, enfin tout ça. Enfin voilà, donc on a répondu quand même que d'habitude on travaille avec des masques de type FFP2 et que c'est anormal d'avoir un peu une réduction de la qualité de nos masques pour faire un travail avec lequel on fait d'habitude. Finalement, je pense que c'est les droits de retrait qui l'ont emporté. Les masques FFP2 ont été mis à disposition des agents. Et à chaque fois, il y a un peu un discours de dire il faut rester confiné, il faut rester confiné, il faut rester confiné, mais il faut rester confiné, mais sauf pour travailler, sauf pour l'économie. Et donc, du coup, on peut voir en fait que là, il y a un peu, depuis le début de cette semaine, il y a une reprise qui s'effectue dans les productions, dans les boîtes qui produisent des choses non essentielles. Et en fait, ces gens-là, quel est leur mode de transport principal? C'est le train, c'est le bus, c'est le tram, c'est le métro, c'est les transports en commun. Et du coup, enfin voilà, le mot d'ordre un peu du confinement, c'est un peu, encore une fois, un double discours de la part du gouvernement, c'est que, enfin, se confiner, oui, mais pas au prix en fait de sacrifier l'économie. On préfère sacrifier les travailleurs. Faut pas se cacher derrière un prétexte en fait d'unité nationale où on est tous ensemble parce que moi j'ai pas envie en fait de faire front commun avec un gouvernement ou avec une direction qui nous a savaté en fait 3 mois plus tôt à propos de la réforme des retraites où voilà on se faisait matraquer sur les piquets à 4 heures du matin où on a vu nos collègues en fait passer en mesures disciplinaires. Il n'y a pas de front commun avec ces gens-là, c'est pas possible avec des gens qui ont cassé les hôpitaux, qui nous ont cassés, qui mettent en miettes le mouvement ouvrier. C'est pas possible en fait de faire front commun avec eux. Donc bien sûr qu'il n'y a pas de front commun. Il faut continuer de combattre les choses qui sont injustes, même dans la période, même si c'est plus compliqué, quoi. Eh ben, écoute, je suis bien d'accord avec toi. Merci Clément d'avoir été avec nous et puis à très vite et bon courage sur le terrain. Merci à vous. Alors c'est la fin de cet épisode sur le front. Merci à Clément, Nadia et Ahmed d'avoir témoigné. Si vous souhaitez nous alerter d'une situation dans votre entreprise pour un prochain reportage, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous dis à très vite les amis et merci à vous.